3 qui concerne l'hémodynamique glomérulaire. Pareil, je vous la fais très très simple. Un glomérule, regardez comme c'est beau, mais vous en avez vu des photos comme ça, une artériole afférente, une artériole efférente, le glomérule et la capsule de Bowman qui va récupérer tout ce qui est le liquide de filtration. Et en fait, vous avez ici des artérioles qui sont musculaires, les afférentes comme les efférentes, qui sont douées de vasomotricité, vasoconstriction, vasodilatation, mais qui ne répondent pas aux mêmes médiateurs. Donc évidemment, l'afférente et l'efférente, pas évidemment, mais c'est comme ça. L'artériole afférente, l'artériole efférente sont toutes les deux sensibles à la noradrénaline, donc un effet vasoconstricteur alpha-adrénergique. Mais l'artériole efférente est sensible à l'angiotensine 2, pas l'afférente. Donc retenez ça, très très important. L'angiotensine 2 n'est efficace que sur l'artériole efférente, ou de manière prédominante sur l'artériole efférente. Alors vous comprenez que si on active le système rénine-angiotensine, eh bien on va entraîner une vasoconstriction de l'artériole efférente sans, est-ce que je vous l'ai mis là? Non, sans vasoconstriction de l'artériole afférente, et donc on va augmenter le gradient de pression entre les deux, et donc on va augmenter la fraction de filtration. Et on va augmenter la pression intraglomérulaire, si vous avez un gradient. Donc toute augmentation de la pression intraglomérulaire et de la fraction de filtration au long cours sont délétères, il faut le savoir. C'est une des découvertes des années 80. Alors qu'est-ce qu'on fait en donnant, et on est d'autant plus délétère que le rein a été abîmé par de l'hypertension au long cours, ça s'appelle la néphroangiosclérose, ou qu'il a été abîmé par du diabète au long cours, ça s'appelle la néphropathie diabétique. Donc hypertension, diabète égale un remodelage des artérioles du rein et du glomérule, et donc un effet délétère de l'angiotensine 2. Quand vous donnez un IEC ou un ARA2, ben vous dilatez l'artériole efférente, vous diminuez la pression dans la capsule, vous diminuez la fraction de filtration. Et toute réduction de l'hyperfiltration, toute réduction de l'hypertension intraglomérulaire sont néphroprotecteurs au long cours. Donc vous voyez que là, on a tout de suite deux situations. On a une situation où il y a des maladies associées, une maladie rénale d'hypertension au long cours, une maladie diabétique, néphropathie diabétique au long cours, et puis vous avez une autre situation où c'est un sujet hypertendu qui démarre son hypertension artérielle, qui n'a pas du tout abîmé ses organes cibles encore, parce qu'il faut des années bien entendu, et donc les schémas ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, je vous ai mis en place cette physiopathologie, parce que tout à l'heure, dans les effets indésirables, dans les facteurs de risque, etc., les situations à risque, je vous parlerai de l'hypovolémie, de la sténose de l'artère rénale. Donc vous pouvez mettre tout de suite confère, hypovolémie, sténose de l'artère rénale. On refera appel à ces notions-là. On avance maintenant sur les effets métaboliques. Pareil, simple, il y a des revues entières écrites sur les effets des IEC ou du système rénine-angiotensine dans le diabète. Mais ce que je trouve de plus simple pour le retenir, c'est cette explication-là. L'angiotensine 2 découple le récepteur de l'insuline du transport du glucose. Donc, une hyperactivation du système rénine-angiotensine au long cours aboutit à moins de transport du glucose et à de l'insulinorésistance. Donc les IEC, comme les ARA2, c'est pareil, vont diminuer le nombre de nouveaux cas de diabète. Ils vont diminuer l'insulinorésistance, j'aurais pu vous l'écrire aussi, et ils vont diminuer le nombre de nouveaux cas de diabète.
Et ça, c'est parfaitement démontré dans les méta-analyses. Donc, c'est des effets métaboliques qu'on appelle neutres sur les lipides. Rien ne se passe. Mais sur le diabète, c'est très important, ils sont protecteurs. Alors que, on le verra avec les bêta-bloquants par exemple, ou on le verra avec les diurétiques, les bêta-bloquants et les diurétiques, eux, augmentent le nombre de nouveaux cas de diabète. Donc quand on va choisir un traitement au long cours protecteur chez des gens qui ont plusieurs facteurs de risque, hypertension, diabète, dyslipidémie, ben on va essayer de trouver la molécule qui permet de corriger tout à la fois les effets néfastes du diabète, mais aussi l'hypertension. Donc voilà pour les effets métaboliques. Et maintenant on change, ça s'appelle non plus 2.2 mais 2.3, parce qu'on passe à la pharmacocinétique. Je vous ai dit dans le plan, pharmacodynamie, pharmacocinétique, effet indésirable. Toujours pareil, en pharmacologie, voilà les trois grands domaines. Et donc, je vous parle des trois premiers inhibiteurs d'enzymes de conversion commercialisés, en sachant que ce ne sont pas forcément les plus prescrits. Pourquoi? Parce qu'il y a 11 inhibiteurs d'enzymes de conversion actuellement commercialisés, et qu'évidemment, des progrès ont été faits. Il n'y a pas toujours des progrès majeurs quand on développe de nouveaux médicaments. Pourquoi? Parce que c'est un marché ouvert de l'industrie pharmaceutique. Mais d'une manière générale, on a un chef de file qui a été très amélioré ou relativement amélioré par les nouvelles molécules. Donc, je vous apprends toujours le chef de file, et puis à partir du chef de file, un ou deux qui vous montrent les progrès. Donc le premier médicament qui a été une révolution, c'est le captopril, l'opril, mais maintenant vous n'apprenez plus que les génériques. Le captopril qui a une bonne biodisponibilité, vous voyez, 75%, mais une demi-vie d'élimination qui est courte, 2 heures. Une durée d'action qui est courte, 6 à 12 heures. 6 à 12 heures, ça veut dire qu'il faut donner ça 2 fois par jour au moins, voire 3 fois par jour, mais plutôt 2. Donc on cherche des molécules qui ont des durées d'action plus prolongées. Alors vous savez, il y a la durée d'action et puis il y a aussi la durée d'inhibition de l'enzyme de conversion. Alors vous avez un nouveau médicament, le deuxième en ordre chronologique, qui est l'énalapril, Renitec, qui est une prodrogue, puisqu'il doit être hydrolysé en énalaprilate, qui a une biodisponibilité qui est pas mauvaise, 60%, qui a surtout une demi-vie d'élimination qui est beaucoup plus longue, 11 heures. Et puis, à 24 heures, vous voyez que le blocage résiduel de l'enzyme de conversion est de 70%, ce qui est excellent. Voilà. Là, il y a eu un véritable progrès. Et à une époque, le Renitec était un médicament extrêmement prescrit, l'énalapril. Et puis, vous avez quelques développements, comme le lisinopril, 3e dans la liste, où la biodisponibilité, vous voyez, est moins bonne, 25%, où la demi-vie est un peu améliorée, avec un blocage résiduel à 24 heures de 80%. Voilà, donc ça, ce sont des différences pharmacocinétiques qui permettent d'améliorer la pharmacodynamie, parce que qu'est-ce qui nous intéresse? C'est de bloquer le système rénine-angiotensine pour au moins 24 heures, de manière à donner un comprimé par jour chez un hypertendu qui va être traité pendant des dizaines d'années. Donc il faut que le médicament soit aussi bien toléré. Qu'est-ce qu'on retient de cette pharmacocinétique? Ce sera la seule diapo, que l'élimination de ces médicaments est rénale. Vous n'en avez qu'un qui a une élimination hépatique. Tous les autres sont d'élimination rénale. Donc, en cas d'insuffisance rénale chronique sévère, on réduit les doses.